Stanislas Samoa, bonjour. Bonjour à vous, Mori Agua. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau ce matin. Nous sommes mercredi 21 septembre. Je ne voudrais pas faire comme l'autre. Nous sommes mercredi. La date C'est bien le 21 septembre. Mori Agua, merci toujours pour la bonne humeur distillée aux populations. Et pour vous faire une confidence d'entrée, j'en ai rencontré quelques-unes hier, quelques téléspectateurs de Matin d'Éden qui apprécient ce que vous faites. Ce n'est pas des fleurs, je le dis sincèrement. Et qui m'a rappelé, il y en a un qui m'a dit, mais votre monsieur qui vous fait rire souvent les matins là, j'ai dit, il s'appelle Mori Agua. Il dit, oui, voilà. Il y a bien une chose à lui de ma part. Donc, ce sont des téléspectateurs. Il y en a deux que j'ai rencontrés au niveau du campus d'Abomey-Calavi qui vous apprécient, qui aiment la façon dont vous distillez la bonne humeur. Ah ouais. Et donc, je me devais de passer le message ce matin. Ah ouais, cher monsieur, si vous nous suivez en ce moment, vous n'avez pas leur nom? Non, je n'ai pas leur nom, mais j'ai leur contact. Je vous le donnerai à D'accord, cher monsieur, si vous nous suivez en ce moment dans votre salon, je vous dis la date. Voilà, c'est toujours. C'est moi, vous savez, c'est notre devoir, donc on doit l'assumer. Vous savez, les populations traversent des moments difficiles et nous avons la chance d'être en contact avec elles et c'est parfois à travers ces instants que ces personnes-là s'oublient un peu, trouvent un peu de bonheur, trouvent peut-être la force pour affronter les difficultés. Vous savez, il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas eu de l'argent pour payer les fournitures. Exactement. Vraiment, les gens sont en difficulté, mais grâce à Dieu, tout s'arrangera. Comme on le dit chez nous enfants, dans l'IBC. On va démarrer donc par le matinal, Stanislas Samoa, mercato politique. Un ministre lâche Djogbenou pour Biotchane, mais le télégramme vient tout révéler pour dire que le téléchargement est à 99%, même si le journal n'a pas précisé le taux de téléchargement, mais ça vous a fait rire. Voilà, oui, tout à fait. Voilà le télégramme qui a été affiché par Marcel. Et le gouvernement, le téléchargement est presque terminé. Oui, voilà. Vous savez, il s'agit du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, qui est en train de quitter l'UP Le Renouveau pour le Bloc républicain. Et ce qui intéresse davantage dans ce mouvement, c'est le sens que prend, c'est la direction que prend le ministre. Parce qu'on est habitué justement à voir des personnes qui quittent le BR pour l'Union progressiste, le Renouveau. Mais lui, il quitte l'Union progressiste, le Renouveau pour le Bloc républicain. C'est là, ça devient intéressant, justement. Et c'est là que se situe toute l'interrogation. Pourquoi a-t-il choisi de quitter l'Union progressiste, le Renouveau pour le Bloc républicain alors qu'il y a des démissionnaires actuellement même qui frappent aux portes de l'Union progressiste, le Renouveau. Absolument. Et c'est un ministre. C'est un ministre, quand même justement. Une personne d'un certain rang. Exactement. C'est un ministre de la République qui connaît un peu les rouages et qui est dans l'Union progressiste, le Renouveau depuis sa création. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'il décide de quitter cette union pour le Bloc républicain? Est-ce que vous avez analysé un peu? Oui, dans l'analyse que je me fais, il y a certainement des dessous. Peut-être que, et ça tout le monde le sait, le mercato politique, et c'est pour ça que je rejoins le matinal dans ce qu'il a titré, le mercato politique nous amène à constater que les législatives sont proches. Et qui dit législative, dit certainement repositionnement tactique, et peut-être, je ne suis pas dans les secrets, et peut-être remaniement ministériel après les législatives. D'accord. Et dans une telle perspective, si vous, en tant que ministre, vous vous dites, après les législatives, est-ce que j'ai toujours la chance d'être dans l'appareil gouvernemental, étant entendu aujourd'hui que les législatives sont la porte ouverte pour la présidentielle de 2026. Absolument. Et dès que vous n'avez pas vos élus à l'Assemblée nationale, vous n'aurez pas droit de citer pour la présidentielle à venir. Et donc, quand on fait tous ces calculs, le ministre se dit, peut-être c'est la dernière chance pour moi, je n'aurai peut-être pas l'opportunité de rester toujours dans cet appareil gouvernemental. Autant pour moi aller dans une formation qui me promet peut-être, à défaut, un poste ministériel, qui me positionne pour que je puisse quand même être mieux casé
histoire à ce que dès les lendemains de cette législative, si on ne me positionnait pas, ou bien si je ne retrouverais pas mon portefeuille ministériel, eh bien, je suis casé à l'Assemblée nationale pendant la prochaine mandature. Et donc, ces calculs-là, je les mets au conditionnel, bien évidemment. Ces calculs pourraient amener une telle autorité à quitter l'Union progressiste pour le bloc républicain. Étant entendu, Maury Agua, que nous savons un peu sur l'échiquier politique national que l'Union progressiste, le renouveau, est l'une des formations politiques les mieux organisées du pays. Osons le dire, on n'a pas d'affinité avec les responsables de cette formation politique. Mais pour ceux qui se dégagent de l'extérieur, c'est mieux structuré, c'est mieux organisé. Et même les acteurs politiques eux-mêmes se plaisent à dire que l'Union progressiste, le renouveau, est une formation politique pour laquelle ils ont de l'admiration, ces acteurs politiques-là. Et donc, vous savez qu'au niveau du bloc républicain, on a souvent reproché à M. Abdoulaye Biotchane sa gestion qui fait que beaucoup sont démissionnaires aujourd'hui. Les gens ne sont pas forcément contents. Notamment sa passivité. Sa passivité, voilà. Les gens estiment qu'il est peut-être plus technocrate que politique. Et donc, voilà, que dans sa gestion, il y a certaines choses qui ne correspondent pas forcément. Alors qu'au niveau de l'Union progressiste, tout semble aller pour le mieux, tout semble du moins pour le dehors. Et donc, quand un ministre de la République en arrive à quitter l'Union progressiste pour le bloc républicain, quelles sont les promesses qu'on lui a faites déjà au niveau du bloc républicain? Parce qu'en politique, on n'y va pas pour les beaux yeux de quelqu'un, on y va par intérêt. Et donc, s'il a pesé dans la balance et a vu que les intérêts qui lui sont promis au niveau du bloc républicain sont meilleurs à ceux qu'il a actuellement au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, eh bien, autant y aller. Et c'est son choix. Je pense que c'est le télégramme qui a vu juste. Le téléchargement est presque terminé. Et les prochains jours, nous édifierons davantage par rapport au pourquoi il a dû faire ce choix. Je ne voulais plus rebondir sur le sujet, mais je voudrais dire deux choses. Est-ce que ce départ de l'UP, le renouveau vers le BR ne montrerait pas et qu'il y a peut-être mal donne, d'autres dessous, vous l'avez dit, qu'on ne maîtrise pas à l'UP le renouveau, qu'on ne voit que le dessus de l'iceberg, comme on le dit. Et puis, de l'autre côté, est-ce que ça ne voudrait pas dire quand même que, malgré ce que les gens reprochent à ABT, quand même qu'il est en train de faire un travail tactique, peut-être, de fourmi, sans tapage ni trompette? Oui, vous savez, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans tout regroupement politique, partout où il y a des personnes, forcément, il peut y avoir de petits soucis. Mais là encore, faudrait-il rappeler que l'Union progressiste, le renouveau, avec à sa tête désormais le professeur Joseph Djogbenou, est en train d'impulser une certaine dynamique. Figurez-vous que dans le même gouvernement du président Patrice Talon, on a vu un ministre, celui en charge de la culture, M. Jean-Michel Lamine, voilà, qui a quitté le bloc républicain et qui désormais est dans l'Union progressiste, le renouveau. Et dans ce même gouvernement, un ministre qui quitte l'Union progressiste, le renouveau pour le bloc républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de bonne guerre. Les législatives qui pointent à l'horizon, chacun essaye de tirer sa part d'intérêt. Si dans le même gouvernement, un ministre a pu faire le sens inverse et que moi, dans ma posture, je vois que mon intérêt est peut-être ailleurs, autant faire le chemin contraire. Et c'est ça justement qui m'amène à voir qu'il y a des dessous que le ministre lui-même, dès que le téléchargement sera terminé, et on emprunte l'expression du télégramme ce matin, il viendra devant les médias pour nous expliquer un peu quelles ont été les motivations de son choix. Est-ce que ceux qui ont démissionné sont venus s'expliquer? Non, peut-être que lui sera l'exception. On va l'espérer. On va espérer. Peut-être qu'on va lui demander un entretien spécial. Oui, voilà, et il viendra. Pourquoi pas, si le DG, donc Babalo nous suit, qu'il saisit la balle au bon, pourquoi pas pour recevoir le ministre entretien du dimanche. Pour qu'il vienne nous dire un peu pourquoi il a fait ce choix-là. Ça nous intéresse. Exactement, c'est quand même un choix assez fort, parce que ce n'est pas courant sous nos cieux.
On voit souvent le sens contraire. On quitte le BR pour lutter le renouveau. Et beaucoup même quittent d'autres formations politiques pour lutter le renouveau. Absolument. Mais pourquoi lui, il a choisi le chemin inverse? S'il n'a pas eu des promesses assez fortes, on se pose des questions. Et que se passe-t-il, Samoa, chez au niveau des forces Cori, la force Cori pour un Bénin émergent? Info Matin aujourd'hui nous parle de séisme à forte magnitude en vue. Est-ce que le séisme est en vue ou bien le séisme a déjà commencé? J'aime bien la deuxième partie de votre question parce qu'à mon analyse, le séisme a déjà commencé au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent. C'est un secret de Polichinelle aujourd'hui que Paul Humpé n'a pas, c'est vrai qu'aujourd'hui il est le chef de file de l'opposition selon les tests et il est bien dans cette posture-là. Mais c'est un secret vomi par ses compères, exactement. C'est un secret que il n'a jamais eu l'assentiment de tout le monde. En tout cas, les acteurs de l'opposition, dans leur immense majorité, ne se reconnaissent pas à travers Paul Humpé. Ils sont peut-être de l'opposition et c'est pour cela que vous allez remarquer les différents clivages qu'il y a au niveau des forces de l'opposition. Certains qui estiment qu'ils sont de l'opposition modérée, certains qui estiment que l'opposition que devrait assumer Paul Humpé, il ne l'assume pas de cette façon-là. Il n'a pas les coups des franges pour dire un certain nombre de vérités au gouvernement. Et donc, ça pose problème. Et le séisme dont l'Info Matin parle ce jour, ce séisme a déjà commencé dès lors que les forces politiques de l'opposition n'ont pas une certaine union en leur sein. Vous voyez les regroupements au niveau des forces de la majorité présidentielle. On sait que quand on veut conquérir le pouvoir, il ne faut pas y aller en rang dispersé. Parce que quand vous y allez en rang dispersé, vous donnez plus de chances aux forces politiques qui sont en face. Et les forces politiques de l'opposition aujourd'hui, n'étant pas unies, sont en train de griller leurs cartes et de laisser leurs chances partir. Ils sont en train d'émietter leur voix. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, les électeurs vont s'accaparer soit de l'Union progressiste, le renouveau, soit du Bloc républicain. Absolument. Et donc, c'est l'opposition qui est en train de perdre. Et ces législatives vont mettre à rude épreuve davantage le fauteuil de chef de file de l'opposition de Paul Humpé parce que les FCBE ont intérêt à faire un bon score pour maintenir leur position. Sinon, ça pourrait changer au vu des législatives et au vu de ce qui se passe sur l'échiquier politique national. Ça pourrait changer et on pourrait assister justement à un renouvellement de la classe politique à ce niveau-là, où les FCBE passeraient peut-être en deuxième ou troisième position et une autre force de l'opposition prendrait peut-être les devants. Mais toujours est-il que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment d'acteurs politiques de l'opposition, ne se reconnaissent pas forcément dans la façon de gérer de Paul Humpé, surtout au niveau de l'opposition. Certains estiment qu'il n'est pas trop poignant par rapport à certaines décisions, par rapport à l'analyse de certains sujets de l'actualité qui pourraient quand même intéresser les populations à la base. Et quand ces différents reproches lui sont faits, il n'y a que lui qui puisse, en tant que chef de file de l'opposition aujourd'hui, fédérer les énergies et essayer quand même d'amener tout le monde dans une certaine union. Parce que figurez-vous, Mori Yagua, il y a que Irénée Agossa a voulu quand même dans ce pays une assise au sein des forces politiques de l'opposition. On a vu Irénée Agossa aller même rencontrer M. Paul Humpé pour échanger avec lui. Il a fait le tour d'un certain nombre de personnalités voilà, qui se réclament étant de l'opposition. Et quand on voit Irénée Agossa, qui n'est pas même chef de file de l'opposition et qui prend des initiatives, alors que celui-là même qui est chef de file de l'opposition, reconnu par les tests comme tel, qui ne prend pas certaines initiatives, on se dit, mais est-ce que Irénée Agossa n'est pas en train de lui damer le pion sur la scène politique, de lui ravir la vedette, pour emprunter votre expression? Et donc, ceci mis dans cela, Paul Humpé a fort à faire. À quelques semaines désormais des élections législatives, il doit remobiliser sa troupe, sauver encore ce qui peut l'être pour que les élections législatives qui pointent à l'horizon lui donnent raison pour la suite des événements. Vous l'avez si bien dit, sauver ce qui reste, si on peut le dire, ce qui peut l'être. Et je crois qu'il nous suit tous les matins
il va devoir revoir sa stratégie politique pour véritablement éviter ce séisme à forte magnitude, comme l'écrit Info Matin. Nous allons passer maintenant à cette préoccupation, ou du moins, je vais dire, à ce soulagement des populations par l'ANIP qui donc proroge le délai d'affichage de la LEIP. C'était une préoccupation, Stanislas Samoa. Oui, c'était une préoccupation et ça montre aussi que les dirigeants à divers niveaux sont à l'écoute des populations. Absolument. Cette phrase-là me plaît. Elle me plaît. Quand c'est bien, il faut le reconnaître. Quand les populations ont des préoccupations, qu'elles vous les soumettent, dans la mesure du possible, si vous pouvez y satisfaire, eh bien, accéder à cela. Et c'est ce à quoi on a assisté depuis hier, l'ANIP qui a prorogé le délai d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire à partir du 1er octobre, justement, ceci pour 15 jours. Ce n'est pas sans conséquences financières. Exactement, justement. Vous savez si vous avez suivi l'entretien avec le mandataire, le gestionnaire mandataire, Dr Gougedi, vous le saurez, il a martelé plusieurs fois. Cette prorogation, il va falloir mettre à contribution un budget et tout cela. Et finalement, ils l'ont fait et vous l'avez salué. C'est ça. Et c'est ce qui est bien quand on gère les affaires de la cité. Parce que, figurez-vous que les législatives qui arrivent, chaque maillon de la chaîne doit jouer son rôle pour des élections apaisées. Et ceci, justement, c'est peut-être banal ou anodin, mais ça passe par les élections apaisées. Parce que si les populations se sentent concernées, vont consulter les listes, et quand il y a des réclamations, on les intègre, elles se sentent concernées par la chose électorale, elles pourront aller aux urnes pour élire les députés de leur choix. Absolument. Parce que ne pas prendre en compte les désidérata des populations, c'est les mettre en rage et après on criera à ce que, bon, une frange de la population a été laissée pour compte et ce sont des partisans de telle formation politique qui étaient aux urnes. Et donc, pour éviter tout cela, l'ANIP a anticipé dans une certaine mesure et a donné carte blanche à ces populations-là pour proroger le délai pour que ceux-là qui voudraient faire des réclamations puissent les faire en toute liberté, en toute transparence. Et ceux qui ont des réajustements à faire, vous savez que par rapport à cette liste, il y a des personnes qui sont nées peut-être à Calavi et qui retrouvent peut-être leur lieu de naissance à Copago, dans le nord, des personnes qui ont leur lieu de résidence à Ouida, par exemple, et qui se retrouvent à Akpakpa. Et donc, il y a de petits ajustements qui pourraient être faits lors de cette phase de prorogation et les populations seront intégrées, la liste sera actualisée et chacun sera... À entendre le gestionnaire mandataire, vous savez, il a rappelé que ce qu'on avait fait, c'était la LEPI. La LEPI est venue à Inspiration et donc ESPI avec tout ce qui concerne... Je ne sais pas si c'est les données ou bien, en tout cas, ESPI avec tous ces désirata ou quoi. Et finalement, aujourd'hui, grâce au RAVIP, c'est sur la base de du RAVIP donc qu'ils ont établi cette liste électorale. Et il a mentionné, Stanislas, que ceux qui n'ont pas fait le RAVIP ne pourront pas voter. Puisque c'est sur la base du RAVIP que la liste a été établie aujourd'hui. Et dans la base, ils ont donc l'algorithme s'est chargé de répartir les gens en fonction de leur résidence et en fonction du nombre de postes de bureaux de vote qui existent dans leur zone. Donc peut-être vous aviez l'habitude, par exemple, si vous résidez à Godomé, de voter à l'école primaire publique du Khouakomé, mais compte tenu du fait que le RAVIP a été utilisé désormais pour faire ce travail-là, à Khouakomé, on sait qu'il y a d'autres postes de vote comme Finafa, comme la Sagesse. Si vous avez l'habitude de voter, par exemple, à l'école primaire publique du Khouakomé, l'algorithme pourrait vous classer à Dieu le Père, par exemple. Et donc, cela vous amène, si vous allez voir cette liste, à dire « affectez-moi à un autre bureau
de vote. Donc, en fait, c'est de cela qu'il s'agit, même si on remarque que certaines personnes ont eu à exprimer des plaintes et tout. Tout n'est pas parfait. Certainement que les réajustements seront faits bientôt. J'espère que vous avez consulté cette liste-là. Oui, déjà. C'est facile de le faire via votre téléphone portable, étoile 139, oui. Étoile votre numéro CIP, dièse, je crois, et ça vous permet d'avoir accès directement à votre bureau de vote et de voir un peu comment ça se passe. Oui, mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%. Absolument. Ce sont des hommes et des femmes qui pilotent ces outils-là au niveau de l'ANID. Et donc, c'est pour cela que j'ai parlé de réajustement, juste parce que il peut y avoir des oublis, il peut y avoir quelques zones d'imperfection. La machine peut bugger aussi. La machine peut bugger. La machine, attention. Donc, c'est la machine. Si l'homme bug, ce n'est pas la ce n'est pas la machine qui va faire exception. Et donc, ceci mis dans cela, c'est toujours bien, dans cette phase de prorogation-là, d'aller voir ce qui n'est pas et de pouvoir faire ces petits réajustements-là, afin que la fête qu'a toujours constitué la phase électorale dans notre pays, qu'on puisse revenir à cela. Elle nous a tellement manqué. Voilà, il faut qu'on puisse revenir à cela, que la population se sente concernée. La personne qui détient sa carte d'électeur, qu'elle aille librement exprimer son droit de vote et qu'il puisse dire oui, moi-même j'ai été voté, j'ai choisi, j'ai voté pour telle personne. C'est toujours bien. Découragés, hein. Oui, certains événements complètement découragés. Ils ne veulent même plus entendre parler des élections, du vote et tout ça. Non, ils n'ont pas à l'être. Moi, je ne veux plus voter. Ils n'ont pas à l'être parce que vous savez, directement ou indirectement, que vous votiez ou pas, ceux qui sont élus influent sur votre vie, sur votre existence. Parce que c'est ceux-là, justement, quand on prend le cas des députés à l'Assemblée nationale, ce sont eux qui votent les lois. Et les lois qui sont votées influent votre quotidien. Si on vote la loi sur la décentralisation, par exemple, c'est la gestion à la base. Et donc, c'est en fonction de ce qui sera mis dans cette loi-là que les élus locaux et communaux vont pouvoir vous diriger. Si on vote la loi sur l'embauche à l'Assemblée nationale, vos enfants qui sont en train d'aller à l'école aujourd'hui seront impactés demain. Absolument. Et donc, on a forcément intérêt, directement ou indirectement, à exprimer notre droit de vote. Si vous me le permettez, on va aller très rapidement sur un sujet également à la une du quotidien Info Matin, la honteuse surenchère qui asphyxie les parents d'élèves. C'est à la une du quotidien Info Matin qui parle de frais de scolarité dans les écoles privées et confessionnelles. Ce que je ne comprends pas, c'est la savoir. Certains établissements privés prennent le soin de détailler la scolarité. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de voir autres frais, 60 000, 30 000. À quoi rime cela alors que votre enfant viendra encore vous demander de l'argent pour des photocopies à l'école? Je ne comprends pas. À quand les réformes dans ce secteur au Bénin? Je pense que c'est une question cruciale ce matin et ceux qui nous suivent vont se retrouver parfaitement dans votre interrogation parce que, vous savez, ce n'est déjà pas facile d'inscrire un enfant à l'école, de payer les frais de scolarité. Et quand certains établissements, justement à caractère confessionnel, des établissements, des écoles privées, on arrive à faire de la surenchère, on se pose des questions. Et sur quelle base ils fixent les frais d'établissement pendant que pour la classe de 3e, vous payez 200 000 ici, d'autres ailleurs vous payez 150 000, ailleurs vous payez 90 000, ailleurs vous payez peut-être 50 000. Sur quelle base ils fixent ces frais-là? À mon analyse, il n'y a aucune base formelle, c'est à la tête du client, c'est-à-dire le fondé vient avec son administration, on se dit, bon, cette fois-ci, la classe de 6e, c'est 200 000 points bas, il n'y a personne pour discuter, et vous inscrivez ça sur la fiche. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Bon, d'accord, si cela ne fonctionne pas comme ça, pourquoi cette disparité au niveau des frais scolaires? Vous l'avez si bien dit, il y a des établissements, c'est 150 000, d'autres c'est 200 000, d'autres c'est 70 000. Pourquoi cette disparité? C'est à la tête du client. Il faudrait que les réformes, justement, et j'en appelle aux différents ministres en charge de l'éducation,
qu'ils réfléchissent par rapport à la chose. On peut fixer un quota, même si les fondateurs, les fondés des écoles privées nous diront que ce n'est pas l'État qui leur a construit leur bâtiment et tout. Ils ont pris les professeurs de référence. Vous savez, mais quand même, quand on parle de ça, c'est l'éducation de nos enfants. Et les parents qui croient en eux, qui envoient leurs enfants là-bas, c'est pour avoir une certaine éducation pour leurs enfants. Ils n'ont qu'à regarder un peu dans les choses et savoir que tout ce qu'on investit aujourd'hui, on n'en tire pas profit dans l'immédiat, c'est sur le long terme. Et je voudrais que le gouvernement nous aide dans cette réforme-là, que peut-être au niveau d'un conseil des ministres, on puisse établir des barèmes pour la fixation des prix. Et ça fait 1000 ans qu'on fait cette demande au gouvernement. Ça fait 1000 ans qu'on fait cette demande au gouvernement. Ça va venir, ça va venir. J'espère que ça viendra vite. Ça va venir parce que vraiment, c'est aux grandes dames des parents d'élèves qui souffrent le martyr. Vous avez bien dit, on met autres frais, on ne sait pas à quoi ces frais-là sont destinés. Autres frais, voilà, on met. Et pendant même l'année scolaire, le déroulement de l'année scolaire, on demande encore d'autres frais aux enfants. Se pose la question de savoir, nous sommes où. Le professeur vient et demande de photocopie, il faut encore remettre de l'argent. Et l'autre frais là, et l'autre frais de 60 000 là, il ne peut pas les prendre dedans. Non, ils vous diront peut-être que ça fait partie des imprévus. L'établissement dira que... Et je ne vous dis pas, dans un établissement... c'est écrit, ils ont détaillé la contribution. Le parent me disait oui. Et après, ils ont mis contribution des parents à la construction du bâtiment en cours. Oui, 30 000. Qu'est-ce que les parents ont à voir, si vous voulez faire votre commerce là, qu'est-ce que les parents ont à voir, à contribuer à votre commerce, alors qu'ils viendront payer cher encore vos produits que vous allez mettre en vente. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il faut forcément une réforme qui synthétise un peu, qui donne un certain baromètre pour la fixation des prix. Parce que... c'est la pagaille. C'est de la pagaille. Vous avez construit votre établissement, d'accord. Les enfants viennent chez vous, on les inscrit. Vous savez un peu par ces temps qui courent, quelles difficultés les parents ont à mobiliser les ressources pour faire inscrire leurs enfants. Et quand vous dites maintenant qu'il faut participer à la construction d'un mur ou bien d'un bâtiment, c'est exagéré de la part de certains promoteurs d'établissements. C'est le lieu de le dire. Ce n'est pas tous les promoteurs d'établissements privés qui font dans cette surenchère-là. Il y en a qui sont quand même dans les normes. Il faut le reconnaître. Ce qui m'énerve le plus, dont vous n'avez pas encore parlé, c'est les frais d'inscription. L'élève qui est dans l'établissement depuis la classe du 6e, chaque année s'inscrit juste en terminale. Il y a des frais chaque année. On vous dira qu'il a changé de classe et donc... par rapport à chaque classe, il faudra qu'il s'inscrive. Et pendant que lui, ses frais d'inscription coûtent 5 000, pour le nouveau, c'est 20 000. Pourquoi? Oui, parce que le nouveau, il va falloir l'acclimater au collège. Il va falloir qu'il s'habitue à un certain nombre de choses et donc ça coûte. Non, vraiment, on en sourit, mais ça fait mal. Il faut vraiment avoir pitié des pauvres parents d'élèves qui ont du mal déjà à subsister, à exister, à faire leur petit commerce pour inscrire les enfants à l'école. Ayez pitié de chers promoteurs d'établissements privés. Revoyez les prix. Remettez les prix dans les normes parce qu'il s'agit de vos enfants aussi. L'enfant n'appartient pas qu'à son géniteur. Ce ne sont pas leurs enfants. Les enfants ne peuvent pas la scolarité. Non, quand je le dis, si vous êtes promoteur d'établissement, vous allez mettre votre enfant ailleurs. Non, je suis d'accord, mais quand je le dis... Si lui-même il déboussait comme les parents, il allait comprendre. Il allait comprendre. Oui. C'est pour dire que ce sont nos enfants après tout. Vous avez le mérite d'avoir créé un établissement pour l'éducation des enfants et tout, mais comme le dirait l'autre, il faut regarder dedans. Il faut regarder dedans, c'est très important. Voilà. Il s'agit de nos enfants à nous tous. On va finir maintenant, Stanislas à moi. Oui, il y a un sujet que vous avez bien voulu qu'on mette sur tapis encore, utilisation des clébés. Est-ce que vous pouvez parler de ça en une minute? Oui, tout à fait. Vous savez, les clébés, ce sont des personnes, pour ceux qui nous suivent, ce sont des personnes qui travaillent avec les douaniers pour, quand on arraisonne des marchandises ou bien des motos ou bien des voitures. On sait aussi les espions des douaniers. Bon, voilà, c'est ça. Donc, ce sont les agents de renseignement. Voilà, des personnes qu'ils envoient pour faire telle petite... aller voir qui fait quelle opération pour inspecter dans telle ou telle zone. Au gant. Voilà. Et ton thème. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la décision du gouvernement, justement, de mettre fin à cette pagaille-là qui a longtemps duré.
Et les douaniers récidivistes, il y a le journal qui a titré que les douaniers récidivistes sont mis en garde par le gouvernement. Absolument. Et donc, il ne faudrait plus qu'on constate cela sur nos routes, sur nos artères, que les douaniers, qu'on respecte beaucoup, fassent leur travail. À l'avènement de la rupture, déjà dès les premiers jours de l'avènement de la rupture, ils avaient demandé à ce que les clébés soient retirés. Mais ça pose un problème. Est-ce que ça veut dire que les douaniers ne peuvent pas travailler quand même seuls, sans ces personnes-là pour les aider? Vous savez, les habitudes ont souvent la peau dure. Ils sont tout le temps en tenue. Et leur tenue, parfois, montre directement qui ils sont. Mais ces clébés-là ne sont pas en tenue. Donc, ils peuvent les envoyer sur des terrains sans qu'on ne sache qui ils sont pour aller faire des enquêtes et leur filer le topo pour qu'ils puissent arraisonner ces personnes-là qui font du trafic. Oui, si le gouvernement en arrive à mettre en garde les douaniers récidivistes, ça veut dire que des gens continuent de faire dans cette pratique-là avec les clébés et cela n'arrange pas parce que vous savez... Pourquoi je ne comprends pas pourquoi ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas parce que les clébés, il n'y a pas une enquête de moralité pour savoir que bon, ces personnes-là avec qui on travaille, qu'on appelle souvent clébés, quelle est leur moralité. S'ils vont pour faire des extorsions de fonds ou pour gruger les populations, c'est la corporation des douaniers qui est entachée. C'est l'image noble des douaniers qui est mise en jeu. Et certains se font passer même pour des douaniers. Pour des douaniers, justement. Parce qu'à force de côtoyer les douaniers, si on nous voit Maury Agoué, moi, tous les matins sur le plateau, et que je vais dire à quelqu'un, je suis votre frère ou bien on est toujours ensemble, Maury m'envoie prendre telle chose chez vous, eh bien, la personne va remettre parce qu'il a l'habitude de nous voir tout le temps ensemble. Et donc, il y a de ces jeunes-là dont la moralité peut être mise en question et qui se font passer pour ce qu'ils n'ont pas, pour ceux qui ne sont pas. Et donc, le gouvernement a bien fait de siffler la fin de la récréation. Il faudrait que les douaniers puissent assainir ce milieu-là et travailler par eux-mêmes ou avec leurs collègues. Cela nous éviterait des ennuis. Voilà qui est bien dit, Madame, Messieurs. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les analyses et commentaires de Stanislas Amoah. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre.